Les femmes et l'argent facile font tomber le Premier ministre conservateur au Japon. C'est une femme du Parti socialiste qui incarne l'aspiration des Japonais à plus de rigueur. Gorbatchev au tournant du mouvement ouvrier, il annonce la reprise du travail chez les mineurs dont il admet les raisons et dont il veut améliorer les conditions de vie. Il critique aussi les dirigeants locaux. Les grands chantiers du Premier ministre, c'est la bataille de l'Île-de-France. Michel Rocard présente son plan mercredi. L'opposition l'accuse de jouer la région parisienne contre Paris. Invité de ce journal, Charles Pasqua. La couture pour l'hiver 88-89, 23 griffes défilent actuellement à Paris. Ce soir, Gianfranco Ferré, le luxe du luxe de Dior. Madame, Monsieur, bonsoir. Si nous vous reparlons ce soir du Tour de France à la une, c'est pour vous dire 1. Que tous les contrôles antidopage, on en a effectué 87, ont été négatifs. 2. Que jamais dans l'histoire de cette compétition, le suspense n'aura été aussi fort. Mais vous savez tout des 8 secondes fatidiques, que jamais surtout le succès n'aura été aussi populaire. Au moment de l'arrivée hier, vous étiez plus de 10 millions à regarder Antenne 2 et à compter avec Patrick Chêne les secondes qui battaient Laurent Fignon. Succès, Anne Mourgue. Pendant 3 semaines, un Français sur 2 a vécu au rythme du vélo. Pour 8 secondes, le Tour 89 restera gravé dans les mémoires. Première raison, un Français partait favori, c'était Fignon. Après Delgado, après Lemon, après Roche, il y avait un Français. C'est important. Deuxièmement, le suspense. La course a été splendide et je crois que le scénariste du Tour est sans doute apparenté à Hitchcock. Troisièmement, la réalisation télévisée d'Antenne 2 par le biais de la SFP et du réalisateur Pierre Badel a été phénoménale, exceptionnelle. Tous les Américains, les étrangers présents sur le Tour ont dit qu'on n'a jamais vu une couverture médiatique aussi brillante. Plus encore que les autres années, des millions de téléspectateurs ont voulu voir de leurs propres yeux la caravane qu'ils suivaient d'habitude à la télévision. De Luxembourg à Paris, 15 millions de spectateurs sur les routes du Tour. À l'arrivée sur les Champs-Élysées, 10 millions de Français devant leur poste, un téléspectateur sur 2. Une audience jamais atteinte pour un Tour de France. La consécration de 90 heures de direct. Un Tour de France sans faille. Cette année, le sport a repris ses droits. Pas d'affaire de dopage, pas d'accident pour endeuiller l'épreuve. Il y a un mois, on disait le Tour de France moribond. En 23 jours, il a retrouvé tout son éclat. Autre exemple de cet engouement, un journal comme l'Équipe a vendu par jour pour la durée du Tour en moyenne 60 000 exemplaires de plus. Transition difficile, comme ces 2 enquêtes difficiles à Bordeaux et en région parisienne. 2 enfants ont, semble-t-il, été assassinés. À Bordeaux, une information pour homicide volontaire est ouverte à la suite de la mort d'Alexandre, 10 ans, découvert samedi soir sur une plage au Cap-Ferret. À Saint-Denis, en région parisienne, c'est une petite fille de 5 ans qui a été retrouvée étranglée ce matin dans un parking. Emmanuel Vanier, François Granier. Aminata avait 5 ans. Ce matin, un employé d'une grande surface de la banlieue parisienne a retrouvé son corps dans ce parking. Aminata était nue, son cou portait des traces de strangulation. L'autopsie en cours permettra de dire si elle a subi ou non des sévices sexuels. La petite fille d'origine malienne vivait dans ces immeubles. Hier après-midi, elle était partie jouer dans la cité. C'est vers minuit que les parents ont signalé sa disparition à la police après l'avoir recherchée pendant plusieurs heures. C'était hier soir vers à peu près 20 heures par là, quoi. Et l'a mené au parking, au carrefour là. Et Aminata, quand elle jouait ici, est-ce qu'elle avait l'habitude de descendre au parking? Non, jamais. Jamais. Samedi dernier, un autre fait divers presque identique en Gironde. Alexandre, 10 ans, a été retrouvé mort sur la plage de Lège-Cap-Ferré. Pendant l'incendie de Lacanau, la colonie de vacances avait été évacuée vers un autre centre. Samedi soir, une veillée était organisée sur la plage. Au retour, Alexandre avait disparu. L'autopsie n'a pas permis de définir si la mort était d'origine accidentelle ou criminelle, mais dans ces 2 affaires, un seul instant d'inadvertance a suffi pour que les enfants disparaissent. Les parents devraient justement se méfier du fait que, à la campagne, à la mer et dans ces régions où on trouve des endroits où il est agréable de se promener, ils sont agréables quelquefois parce qu'ils sont déserts. Et par conséquent, il multiplie les risques pour les enfants de se trouver seuls face à un adulte qui les emmènera en un lieu auquel ils échapperont à toute surveillance et auquel le malfaiteur pourra disposer de l'enfant à sa guise. Depuis le début 88, 17 enfants sont morts assassinés. Le dénominateur commun à toutes ces tragédies, c'est un instant d'inattention fatale.
Au Japon, la révolte des ménagères, si l'on ose dire, provoque une défaite des conservateurs aux élections sénatoriales. Les scandales financiers, les histoires d'alcôve et les réformes fiscales qui font monter les prix ont contribué à faire perdre aux conservateurs la moitié de leurs sièges. Le Premier ministre sortant est démissionnaire. L'incarnation du renouveau est paradoxalement une femme socialiste. Dominique Derda. La rose socialiste au sommet du hit-parade des électeurs japonais et une nouvelle vedette sur la scène politique, Madame Takako Doi, 61 ans, présidente du Parti socialiste japonais. C'est elle le grand vainqueur de ces élections. Pour la première fois en 34 ans, les conservateurs du Parti démocrate libéral viennent de perdre la moitié de leurs sièges au Sénat. L'opposition et le Parti socialiste plus particulièrement font un bond spectaculaire en remportant 90 des 126 sièges à pourvoir. Conséquence de ce raz-de-marée, l'annonce dès ce matin de la démission du Premier ministre, M. Sosuko Uno. Victoire de l'opposition donc, mais surtout échec du Parti libéral démocratique, entaché par plusieurs scandales. Scandales politiques et financiers, l'affaire Recruit Cosmos qui agite le Japon depuis plusieurs mois. Scandale personnel aussi pour le Premier ministre, ses frasques avec une geisha ont sérieusement entaché son image en faisant la une des journaux. Dans ce pays largement dominé par les hommes, dans la vie politique, dans la vie quotidienne, Madame Takako Doi a vite compris qu'il fallait parler aux femmes. Les électrices ici sont plus nombreuses que les électeurs, plus préoccupées peut-être aussi par la hausse du coût de la vie et les taxes imposées par le gouvernement. Ces femmes, habituellement silencieuses, Madame Doi a su canaliser leur mécontentement et leur ouvrir ses listes de candidats. Inconnue ou presque il y a 3 ans, quand elle est arrivée à la tête du Parti socialiste, Madame Takako Doi est aujourd'hui le symbole du changement. À 5 jours de la conférence sur le Cambodge qui se tiendra à Paris, le déjeuner de la selle Saint-Cloud entre le Premier ministre cambodgien pro-vietnamien Hun Sen et le prince Sihanouk, le leader de l'opposition, ne s'est pas très bien passé malgré, dit-on, l'atmosphère d'amitié étroite. Ce sont toujours les Khmers rouges qui posent problème. Gilles Rabine, Franck Brisset. On ne s'entend sur rien du tout. Sauf sur la cuisine sino-cambodgienne, dont M. Hun Sen a apprécié le menu, lequel menu a été composé par moi, en son honneur. Et pourtant, même pour le menu, il a fallu négocier, Sihanouk appréciant par-dessus tout une cuisine française que Hun Sen ne supporte pas. Si le prince Sihanouk sourit encore, Hun Sen, lui, ne cache pas sa colère. Je m'étais mis d'accord avec Sihanouk sur l'essentiel, dit-il. Aujourd'hui, le prince me répond qu'il ne parle plus seulement en son nom, mais pour les 3 factions cambodgiennes regroupées dans la résistance, et il revient sur son accord. Hun Sen, le premier ministre pro-vietnamien du Cambodge, supporte mal de voir son ancien roi porter 2 casquettes, et il n'est pas loin de l'accuser de pratiquer le double langage. Des accords sur tous les points donc, alors que la conférence de Paris doit commencer dans 6 jours. Nous ne pensons pas que la conférence internationale puisse être un succès. Réunion de la dernière chance demain matin, toujours à la selle Saint-Cloud, avec cette fois-ci les fameux Khmers rouges, responsables du génocide des années 70, des Khmers rouges qui constituent toujours le principal sujet de discorde entre Hun Sen et Sihanouk. Alors que la plupart des industriels, notamment français, continuent de prospecter et d'espérer beaucoup du marché chinois, on a appris à Pékin aujourd'hui que les étrangers ne pourront recevoir de visiteurs chinois que si ceux-ci ont subi au préalable un contrôle d'identité. En Union soviétique, la grève des mineurs constitue l'épreuve la plus importante pour la perestroïka depuis 4 ans. C'est ce qu'affirme aujourd'hui Mikhail Gorbatchev, qui a fait des concessions aux grévistes. Le numéro 1 soviétique demande au Parlement d'accélérer les réformes pour les satisfaire. Les grévistes prennent, eux, de plus en plus exemple sur leurs confrères polonais à la belle époque de solidarité. On veut tout. Michel Monpontet. Jamais la perestroïka n'a eu d'épreuve plus importante à affronter. La grève des mineurs risque de ruiner entièrement notre ouvrage. Ton grave, discours alarmiste et Gorbatchev qui monte pour la 2e fois au créneau en moins de 48 heures, c'est dire si la situation est aujourd'hui délicate pour lui. C'est vrai, pour la première fois, le péril ne vient pas de dirigeants conservateurs assis dans des assemblées moscovites, mais c'est le peuple des ouvriers qui leur vole la vedette dans le grand spectacle quotidien de la perestroïka. Histoire d'une contestation et d'une course-poursuite. Initialement, que veulent ces mineurs? Du savon, une serviette par personne et des congés. Accordez, répond Gorbatchev, mais reprenez d'abord le travail, votre grève nous ruine. Et hier soir, à la télévision,
le numéro 1 soviétique tente de reprendre l'avantage et dans le même temps de faire de ces mineurs une arme politique. Les responsables à vos problèmes, leur dit-il, ce sont les conservateurs. Le mot « purge » est alors sur toutes les lèvres et Gorbatchev reste le maître. Mais à la surprise générale, ces mineurs ne cessent pas leur contestation. Ils reprennent à leur tour l'avantage, leur grève devient politique. Élections libres, syndicats libres et surtout la fin du Parti communiste comme référence absolue dans le pays, le bouchon est décidément lancé très très loin. Demain, les chauffeurs de taxis et les cheminots entreront à leur tour dans ce concert de protestation. Pour la première fois, Gorbatchev se retrouve seul face à ceux au nom desquels il a voici 4 ans entamé sa perestroïka. Les troubles en Abkhazie, république autonome rattachée à la Géorgie. Ces troubles ont gagné aujourd'hui la capitale géorgienne, Tbilissi. Des centaines de manifestants ont défilé dans les rues alors que la circulation des bus était perturbée par une grève. Mikhail Gorbatchev lui-même a souligné que la situation devenait tendue dans la région alors que depuis 10 jours, des affrontements entre Géorgiens et Abkhazes ont fait plusieurs centaines de blessés et près de 20 morts. François Mitterrand est content. Il vient d'écrire au président du Mexique pour se réjouir de l'accord sur la dette de ce pays. Pour le chef de l'État français, c'est la première application concrète du sommet des 7 pays industrialisés à l'Arche de la Défense le 14 juillet. Les banques créditrices réduisent de 35% les 54 milliards de dettes de la dette mexicaine. C'est une première. Explication, Françoise Joly. Banlieue de Mexico, symbole de la crise économique, un bidonville. Il y a 20 ans, un Mexicain sur 6 vivait dans ce que l'on appelle ici una ciudad perdida, une ville perdue. Aujourd'hui, c'est l'univers d'un Mexicain sur 2. Il y a 20 ans, la dette mexicaine pesait 6 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle est de plus de 100 milliards de dollars. Alors pour Carlos Salinas de Gortari, président du Mexique, cette dette qui pèse sur les épaules de chaque Mexicain est devenue une véritable obsession. Hier, il a remporté sa première victoire sur ses créanciers. Les banques commerciales qui lui prêtent de l'argent ont accepté d'abandonner 35% de leurs dettes. Les 500 banques concernées, américaines mais aussi européennes, répondent ainsi à la pression de leur gouvernement. En contrepartie, elles seront épaulées par des institutions internationales comme la Banque mondiale, voire soutenu financièrement par le Japon. Cet accord sur la réduction de la dette mexicaine, obtenu après 6 mois de discussion, risque de faire des envieux. Les Philippines et le Maroc demandent aujourd'hui la même faveur, mais qui sera peut-être plus difficile à concéder, le Mexique bénéficiant d'attention particulière de la part des États-Unis. Voyons maintenant le reste de l'actualité à l'étranger avec Anne Poncinet. État d'urgence dans la province canadienne du Manitoba, ravagée par les incendies. 19 000 personnes ont déjà été évacuées. On décompte 400 foyers d'incendie, pour la plupart déclenchés par la foudre. Ils ont d'ores et déjà brûlé 800 000 hectares de forêt. Plusieurs réserves indiennes ont dû être partiellement abandonnées. En Chine, ce sont les inondations qui tuent. 74 victimes la semaine dernière dans le nord du pays, selon un bilan diffusé par la presse chinoise. Depuis le début de l'été, 1400 personnes sont mortes à cause des pluies diluviennes. Au nord-est, ces pluies ont provoqué des glissements de terrain par milliers. La CE lance aujourd'hui les invitations pour une réunion sur l'aide économique à la Pologne. Date fixée le 1er août prochain. 33 pays sont conviés. En attendant, les ministres de l'Agriculture des 12 décident dès aujourd'hui d'envoyer en Pologne des surplus européens. Au total, une aide d'une valeur de 780 millions de francs. Yasser Arafat confirme une rencontre OLP gouvernement israélien. C'était ces derniers jours à Vienne, dit le leader de la centrale palestinienne à un journal italien. La rencontre aurait eu lieu entre un membre du conseil exécutif de l'OLP et un représentant du gouvernement israélien. Le tout est à nouveau démenti à Jérusalem. À Auschwitz, le Carmel de la discorde entre juifs et catholiques. Hier soir, des jeunes manifestants juifs belges ont soufflé dans un chauffard. C'est une corne de bélier rituelle dans la religion juive. Ils entendaient faire tomber les murs de l'incompréhension que représente à leurs yeux le mur du Carmel où vivent des religieuses catholiques polonaises. Tout s'est passé dans le calme. Je vous rappelle qu'au terme de l'accord conclu à Genève il y a 2 ans, les carmélites auraient dû quitter ce lieu, symbole de la Shoah, de l'extermination de millions de juifs.
Aménager et harmoniser la vie en région parisienne, c'est l'ambition des grands chantiers que Michel Rocard annoncera mercredi en Conseil des ministres pour l'Île-de-France. Il s'agit d'un véritable plan d'urgence pour le logement social ou encore pour les transports, entre autres secteurs concernés dans une zone où vit un Français sur 5. Cet aménagement du territoire ne laisse pas indifférente l'opposition qui accuse le Premier ministre de vouloir jouer la région contre la capitale. Henri Elie. Les socialistes dénoncent le danger d'un déséquilibre social de la région. Pour eux, il y a d'un côté les riches, de l'autre les pauvres. Mais après la défaite de Pierre Joxe au municipal, ils ont en fait, selon les élus de l'opposition, un certain esprit de revanche. Il est vrai qu'en dehors de toute polémique gauche-droite, chacun reconnaît que gérer une région où vit plus d'1/5 de la population française, plus de 10 millions d'habitants, n'est pas chose simple. Et le problème majeur reste aujourd'hui entier. L'État doit-il ou non intervenir dans les dossiers des départements, des communes ou des villes de l'agglomération parisienne concernant par exemple le logement, les transports ou les finances? Mais le problème se trouve peut-être ailleurs. Sur un total de 144 communes de plus de 9000 habitants, les socialistes n'en dirigent actuellement que 19 contre 38 aux communistes et surtout 85 à l'opposition RPR-UDF. La droite accuse d'ailleurs, en désirant modifier les statuts de la région, les socialistes n'ont qu'une ambition purement électorale. Invité de ce journal, donc Charles Pasqua, ancien ministre, vous êtes également président du groupe RPR au Sénat, mais vous êtes là surtout comme président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Monsieur Pasqua, vous vous élevez notamment ce matin dans une conférence de presse contre un régime d'exception quand il s'agit d'aménager l'Île-de-France. Vous souhaitez la décentralisation, rien que la décentralisation. Est-ce à dire que vous soupçonnez Michel Rocard de faire autre chose que de l'aménagement du territoire? Oh, écoutez, les arrière-pensées politiques ne sont naturellement pas absentes dans la démarche gouvernementale. La question est de savoir ce que l'on veut réellement. Que des problèmes se posent dans la région parisienne, personne ne peut le contester. Que l'État ne puisse pas être absent du débat sur l'aménagement de cette région Île-de-France, personne ne le contestera non plus, puisque c'est la région capitale. Donc la question n'est pas là. La question est de savoir comment faire et comment s'y prendre pour que les problèmes qui se posent soient résolus dans les meilleures conditions possibles. Nous disons au gouvernement, attention. Attention au risque de mesures autoritaires qui vous démangent ou qui vous tentent. Des procédures existent, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est le président de la République lui-même qui a poussé à la décentralisation et qui a fait adopter les lois de 1982. Ce sont les gouvernements socialistes qui les ont mises en place, sans aller toutefois toujours jusqu'au bout de leur démarche. Alors nous disons, nous sommes prêts à coopérer, mais posons les vrais problèmes. Et les vrais problèmes ne se posent pas dans les termes où vous les indiquez. Monsieur Pasqua, est-ce que ce n'est pas égoïste, quand on est à la tête d'un département aussi riche que les Hauts-de-Seine, de refuser de partager avec des départements plus pauvres de la ceinture parisienne? D'abord, il n'y a pas de département riche et de département pauvre. Le vôtre l'est. Non, ne parlons pas de richesse. Disons que c'est un département prospère. Et si c'est un département prospère, on le doit d'abord à tous ceux qui y travaillent, qui créent, qui développent les entreprises. Et c'est vrai que ce développement des entreprises s'est fait notamment à l'ouest. Mais lorsqu'on regarde les chiffres, on s'aperçoit immédiatement que le reproche qui est fait notamment aux Hauts-de-Seine est infondé. Parce que, pour les 10 dernières années notamment, le bilan est simple. Nous avons remplacé des emplois industriels qui ont disparu par d'autres emplois dans le secteur tertiaire. Et le bilan se solde pour nous toujours par 10 000 emplois de perdus. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter autre chose. Nous ne sommes pas hostiles à ce que l'on envisage les mesures qui pourraient être prises. Mais s'il s'agit d'une péréquation financière qui consisterait à prendre une partie des moyens financiers aux uns pour les écheniller à une multitude d'autres, ceux sur lesquels on les prendra, naturellement, s'en rendront compte. Et ceux auxquels on donnera quelque chose ne verront finalement que pas grand-chose. S'il est question, au contraire, d'essayer de créer un fonds pour permettre de réaliser plus rapidement les infrastructures, alors que c'est un domaine dans lequel l'État est seul compétent et dans lequel il se désengage, il ne cesse de se désengager. En 1976, investissement de l'État 2 milliards par an, à partir de 1978, 1 milliard.
et à partir maintenant de 1984, un demi-milliard par an. Voilà la réalité. Alors nous sommes prêts à participer à l'effort, nous le faisons déjà, mais que l'État, avant de se préoccuper de ce que font les autres, et ils le font relativement bien, quelles que soient les collectivités, remplisse son rôle. Vous estimez, vous, pour l'instant, que Michel Rocard n'a pas vraiment consulté les élus franciliens? Pas assez. Non, il a reçu le maire de Paris, Jacques Chirac, qui est en même temps notre collègue, puisque Paris est une ville et un département. Il a reçu le président du conseil régional. Vous avez commencé votre propos tout à l'heure en disant que le gouvernement voulait jouer la région contre Paris. C'est en tout cas un procès qu'on peut lui faire. Oui, c'est un peu vrai, mais il ne le peut plus. Parce que sur les 8 départements de la région parisienne, si nous acceptons les 2 départements dont les présidents de conseils généraux sont communistes, mais qui ont sur cette affaire la même approche que nous, il s'aperçoit bien qu'il a un front commun. Monsieur Pasqua, une dernière question sur le bicentenaire. L'opposition a boudé. Est-ce que vous regrettez d'avoir boudé? Non, nous n'avons pas boudé du tout. Nous étions le matin à la partie officielle des cérémonies. Le soir, c'était autre chose. Y est allé qui a bien voulu. Là, depuis la semaine dernière, on reparle de l'affaire Chalier, monsieur Pasqua. Alors, invoquer le secret défense, était-ce bien raisonnable avec le recul? Ah, tout à fait, tout à fait. Si c'était à refaire, je le referais. Et je pense que tous les ministres de l'Intérieur qui se succéderont me remercieront d'avoir invoqué le secret défense. Vous vous rappelez que le juge d'instruction de l'époque a fait appel, c'est allé devant les plus hautes instances judiciaires, la Cour de cassation, qui a confirmé et précisé ce qu'est le secret défense. Monsieur Pasqua, nous vous remercions. Merci. Un sympathisant d'Action Directe, Jean-Pierre Barre, a été interpellé dimanche à Paris par hasard. Il participait à une bagarre dans un bar du 9e arrondissement. Il avait blessé des consommateurs à coups de bouteille. Suspension tout à l'heure à minuit du mouvement de grève du syndicat national des pilotes de ligne de la compagnie UTA. Un nouveau préavis est déposé pour la période du 29 juillet au 2 août. Le métier d'anesthésiste, récemment au centre de faits divers dramatiques à Dieppe ou à Melun, et ces faits divers ont mis en lumière une profession médicale de plus en plus exposée et peut-être un peu trop souvent sur le devant de la scène. L'anesthésie est une technique centenaire qui s'est largement développée ces dernières années. Aujourd'hui, on anesthésie 6000 fois par an en France. Le métier est de plus en plus difficile, les contraintes de plus en plus lourdes, de même que les charges de travail, faute de moyens, souvent. Voici un exemple. Ce week-end, le centre hospitalier général de Nemours, un reportage de Vincent Guérards et Bernard Connors. Urgence, réanimation, intervention à l'extérieur. Aujourd'hui, l'anesthésiste ne reste plus seulement dans la salle d'opération. Maintenant, l'anesthésiste est le médecin d'un peu tout l'hôpital. Et cette dispersion, cette nouvelle récente, très pesante. Demain, je ne sais pas exactement à quelle heure je vais rentrer. En moyenne, Jean-Luc Saclier, chef du service anesthésie, assure 83 heures de présence par semaine à l'hôpital, prêt à intervenir à chaque instant. Même chose pour ses 3 collègues, difficile de penser donc à autre chose. Ça imprègne tout, ça imprègne la vie avec les enfants et avec le mari, avec la vie quotidienne et le week-end aussi. Un week-end pour nous commence le vendredi à 8 h, se termine le lundi vers 16 h, si l'on peut un peu moins, mais 16 h souvent. L'anesthésie est toujours un acte risqué. Moment particulièrement délicat, l'endormissement et le réveil. Tous les gestes demandent la plus grande précision. Et même si certaines interventions relèvent de la routine, l'attention est toujours là. Le qui-vive ne cesse pas. Les appareils assurent la routine de la surveillance, mais ils ne prennent aucune décision. La présence humaine reste complètement indispensable. Le bruit du bip ne nous quitte guère. On a en permanence l'inquiétude de l'accident. Les décisions importantes, ça se prend pendant, si on a un problème d'anesthésie, c'est sur les secondes près. Hein. Il y a des jours de fatigue où je suis au bloc, je sens que je suis saturée, que j'ai pas envie de continuer. J'appelle un collègue qui n'était pas de garde, je lui dis, moi je sors. Il m'est arrivé de faire 19 anesthésies, de superviser 19 anesthésies avec les infirmiers et d'anesthésistes qui sont complètement indispensables au fonctionnement de l'anesthésie dans ces hôpitaux. C'est un risque supplémentaire de surveiller 19 anesthésies dans la journée? Sûrement. Est-ce que vous avez le même état de fraîcheur pour prendre des décisions? J'espère.
Allez, respirez bien. À l'hôpital de Nemours, les médecins anesthésistes n'ont jamais connu de gros pépins. Pourtant, le drame de Melun a marqué les esprits. Voilà. Allez, avalez votre salive. Je n'ai pas été affrontée au cas de notre collègue de Melun, mais s'il m'arriverait un jour, peut-être je réagirais de la même façon. Parce qu'avoir un enfant mort sur les bras, c'est pas... Même si on n'est pas fautif, si vous voulez, on se sort toujours peut-être, je ne sais pas, coupable quelque part. Dans une opération, le succès est toujours pour le chirurgien, l'échec presque toujours pour l'anesthésiste. Énormément d'heures de présence, une tension constante, une suspicion pesante, des jeunes qui ne veulent plus prendre la relève, ce ne sont pas forcément les meilleures conditions pour exercer ce métier à risque. Mea culpa de ma part, je vous disais tout à l'heure qu'on anesthésiait 6000 fois par an en France. Il y a 6000 anesthésistes en France et donc beaucoup plus d'anesthésie par an en France. La haute couture, automne-hiver 89-90 en défilé à Paris, le deuxième jour de la grande parade, c'est l'événement italien chez Dior qui fait la une. Première collection signée par Gianfranco Ferré qui veut le luxe du luxe. Yoba Grégoire. L'événement du jour, c'est lui. Dans le petit monde fermé de la mode, on attendait avec curiosité ce que cet Italien allait montrer. Dentelles incrustées, fleurs à profusion, matière superbe, organza satin, taffetas, broderie. Les robes sont très près du corps, les talons aiguilles, la femme. La question qu'on se posait, serait-ce du Dior, du vrai, ou alors du Gianfranco Ferré? C'est le grand Dior qui est ressuscité. Si je n'ai pas connu les collections de Monsieur Dior, que la dernière peut-être, mais j'y ai retrouvé l'opulence, la ligne, la classe, l'invention, le détail de coupe, c'est-à-dire une pureté formidable. Raffinement jusque dans les détails, tweed sur le manteau de fourrure, le même que le tailleur. Robe courte, fendue dans le dos, collant au corps comme une vraie peau. Redingote qui fait penser à l'époque New Look de Dior. Il fait ses idées à lui, mais il rend certainement l'hommage à la femme parisienne des années 50, la femme chic. Et c'est ça l'image de Dior. Gianfranco Ferré a gagné aujourd'hui. D'aucuns diront qu'on reconnaît sa griffe, ne serait-ce que pour ses robes du soir, structurées comme seul un architecte qu'il est de formation peut le faire. Belle jupe également, cette Mercedes-Benz Roadster 500K que vous allez voir. Elle a été adjugée dans une vente aux enchères de voitures de collection, 17,8 millions de francs. C'est un record du genre toute catégorie dans une vente aux enchères. Cette vente aux enchères était organisée à Monaco. La voiture est de 1934 et elle a été achetée par un commerçant parisien qui a bien sûr préféré garder l'anonymat. Au Festival d'Avignon, la déchéance, l'inceste et le parricide avec l'Oedipe de Sophocle revisité par Jean-Pierre Vincent, metteur en scène, avec comme accessoire anachronique une cigarette grillée vers 406 avant notre ère. Michel Strulovici et Patrick Voix. Oedipe dans toute sa majesté. Métamorphose et rétrécissement du temps. Aurélien Recoing vieillit de 40 ans par le miracle du théâtre. Enfant du vieil aveugle Antigone, où sommes-nous arrivés? Au pays de quels hommes? C'est un pays imaginaire que doit explorer Aurélien Recoing, tenu de passer l'espace d'une représentation de la jeunesse à la vieillesse extrême. Une composition délicate à assumer pour rendre crédible toute la force du martyr en proie au destin. Au départ, j'ai commencé à prendre une voix vieille, cassée, etc. Et puis on s'est aperçu que ça ne pouvait pas marcher très très longtemps, parce que de toute façon, je suis un homme jeune. Donc il y a toujours des moments où ça me dénonce plus qu'autre chose. Donc on a pris plutôt le parti de garder ma voix. Garder ma voix d'homme jeune, encore une fois. Mais donc de ne plus s'en préoccuper. Et alors à ce moment-là, la voix s'est transformée d'elle-même, évidemment.
En fait, c'est comme t'es avec un camion dans une descente et tu freines. Et bien. Le manipulateur, l'organisateur de cette transformation, c'est Jean-Pierre Vincent. C'est lui qui met en scène cet Oedipe puni par les dieux pour cause de démesure. Oedipe ne prétend-il pas prendre en charge seul tous les problèmes de la cité de Thèbes, les problèmes de l'État? Il s'accorde à mon désir. Écoutez-moi, mon enfant, de chaque côté. Attachez-vous à votre procréateur. Mettez fin à une pitoyable solitude errante. Oedipe, celui qui a volé la liberté aux dieux pour la donner aux hommes. Oedipe à Avignon, il y a un pronostic demain à Évry, voici les pronostics, un tiercé demain à Évry, voici les pronostics de Pierre Bresse. Le 9, le 6, le 15, le 4, le 12, le 7, le 16 et le 2. Voilà pour ce tiercé. Dans un instant, la météo avec Laurent Cabrol, Christian-Marie Monod pour le dernier journal vers 23h45. À demain 20h. Excellente soirée à tous sur Antenne 2.